Les musulmans de Paris saluent la mémoire de l'otage Hervé Gourdel. Ils ont manifesté hier pour condamner sa décapitation. Les cours du cacao sont en forte hausse depuis quelques jours, une conséquence de l'épidémie d'Ebola qui menace la Côte d'Ivoire, premier producteur mondial de cacao. Joseph Blatter, candidat à la présidence de la FIFA, il a annoncé hier qu'il briguerait un 5e mandat. Ravi de vous savoir au rendez-vous de l'information sur SICA. Bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Nous ouvrons ce journal sous la mémoire d'Hervé Gourdel, otage français assassiné par des djihadistes. Sa mémoire, donc, disais-je, a été saluée hier vendredi dans une ambiance d'unité nationale. Plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées devant la mosquée de Paris pour condamner sa décapitation. Ceci suite à l'appel du président du Conseil français du culte musulman. Suivons ici quelques extraits des déclarations qui ont été faites en cette circonstance. Tous et toutes ensemble témoigner ici de notre volonté de rejet de ces exactions ignobles, criminelles, et dire tout haut et fort que ces ignobles comportements ne représentant rien, mais ne représentant rien d'islam, et en aucune façon ni l'islam de France, ni les musulmans de France. Nous n'avons pas peur. Nous n'avons pas peur parce que ce que nous portons ensemble est beaucoup plus fort que cette haine de l'autre qu'on essaye de nous influer, que cette peur qu'on essaye de distiller. Nous ne céderons pas à cette peur parce que nous sommes ici debout ensemble. Je suis venu tout simplement parce que j'ai des amis musulmans et que j'en ai un peu assez de les voir chaque fois qu'il y a un attentat, mettre la tête entre les épaules, comme si c'était eux qui étaient responsables. J'ai envie de leur dire, attendez, on n'est pas plus ou pas moins responsables les uns que les autres et il faut vous redresser. Il n'y a pas ici ceux qui croient ou ceux qui ne croient pas. Il n'y a pas ici la gauche ou la droite. Il y a ici des citoyens français qui veulent aujourd'hui réaffirmer leur combat pour la paix, pour la tolérance, pour la liberté, pour le respect de chacun. Sur le continent africain, plusieurs organisations de la société civile malienne sont descendues jeudi dans les rues de Bamako, la capitale. C'était pour dire non à l'indépendance, non à l'autonomie et non à l'Azawad. La marche a rassemblé 2 à 3 000 personnes. Elle a intervenu alors que le premier tour des négociations entre Bamako et les groupes armés du nord du pays vient de s'achever à Alger. 2 à 3 000 personnes ont participé ce jeudi à une marche pacifique à Bamako contre la partition du Mali à l'appel d'une quarantaine d'associations de la société civile. En début de semaine, des représentants des groupes armés du nord du Mali, lors des négociations de paix avec une délégation du gouvernement à Alger, ont réclamé le fédéralisme pour mieux gérer cette région qu'ils contrôlent en partie. Des dizaines d'associations de la société civile ont participé à la marche qui a débuté pour s'achever près de 2 kilomètres plus loin, place de l'Indépendance. On en a marre. Aujourd'hui, on veut l'intégrité du territoire du Mali. Non au fédéralisme. Non au statut particulier des régions du Nord. Non au régionalisme. Non. Oui à l'intégrité du territoire du Mali. On est venu seulement pour récupérer notre territoire. Nous voulons l'intégrité du territoire national. Le Mali est indivisible. Pas de division pour le Mali. Nous sommes un peuple et nous voulons récupérer notre territoire, c'est tout. Il n'a qu'à faire ce qu'il veut à Alger. Tout ce que nous voulons seulement, c'est l'indivisibilité du Mali, c'est tout. Je suis venu par un sursaut de patriotisme. Parce qu'aujourd'hui, mon pays est dans un état très difficile. Est-ce que vous comprenez? Donc, les décisions que les accords d'Alger risquent d'accoucher, risquent peut-être, en tout cas, d'aboutir au fédéralisme de mon pays. Or, moi, je dis non au fédéralisme.
Face aux demandes de fédéralisme, nous avons proposé la régionalisation. Nous proposons une décentralisation très poussée, a déclaré ce dimanche le président malien Ibrahim Boubacar Keïta, une formule proposée lors des négociations d'Alger. Précisons que des manifestations similaires s'étaient déroulées la semaine dernière dans les localités de Gao et de Tombouctou, dans le nord du pays. Une information en bref relative à l'épidémie d'Ebola. Voilà, des milliers de vaccins expérimentaux contre ce virus devraient, selon l'OMS, être disponibles depuis 2015. Ces vaccins devraient être développés par les sociétés britanniques GSK et américaines Neolink Genetics. 10 000 doses devraient provenir de GSK. En ce qui concerne le sérum Zemap, qui n'a pas fait l'objet d'essais cliniques mais a été administré à titre compassionnel à plusieurs personnes infectées par ce virus, les stocks sont épuisés dans le monde entier. Quelques centaines de doses devraient être disponibles d'ici la fin de l'année, mais pas assez pour avoir un impact direct sur l'épidémie, au dire de l'OMS. Je vous propose à présent de suivre un extrait de la déclaration de Dr Marie-Paul Kieni. Elle est sous-directeur général de l'OMS. Nous espérons obtenir des résultats sur les 2 vaccins d'ici la fin de l'année si tout va bien. Ça suppose que tout aille bien. Nous devrions être en capacité d'utiliser ces vaccins dans les pays touchés en tout début de l'année prochaine, c'est-à-dire en janvier. Nous, à l'OMS, nous travaillons avec beaucoup de partenaires sur 3 types de produits. Le premier, ce sont les médicaments. Le deuxième, les médicaments dérivés du sang ou du plasma. Et le troisième, les vaccins. Nous avons travaillé sur certains médicaments qui sont les plus efficaces, qui ont prouvé en tout cas leur utilité dans la lutte contre Ebola, et nous nous concentrons là-dessus. Il faut dire que les prix du cacao ont continué leur très forte hausse cette semaine en raison d'inquiétudes sur une éventuelle contagion des principales zones productrices par l'épidémie d'Ebola. Inquiétude née du fait que la Côte d'Ivoire, qui représente 40% de l'offre mondiale de cacao, partage une frontière avec le Libéria et la Guinée, 2 des pays les plus touchés par cette épidémie. Reportage. 10% en 2 semaines. Les prix du cacao ne cessent de grimper ces derniers jours, malgré le fait que l'offre soit plus élevée que prévu. Jeudi à Londres, ces prix ont atteint le plus haut niveau depuis mi-mars 2011. Ce même jour, à New York, la tonne de cacao a valu 3 399 $, atteignant ainsi son maximum depuis fin avril 2011. À l'origine de cette situation, le risque que le virus Ebola atteigne la Côte d'Ivoire, le plus grand producteur mondial, et entrave la production. La Côte d'Ivoire, qui représente 40% de l'offre mondiale de cacao, partage en effet une frontière avec le Libéria et la Guinée, 2 des pays les plus touchés par l'épidémie. Des pays qui fournissent habituellement la main-d'œuvre à la Côte d'Ivoire au mois d'octobre, où commence la récolte du cacao. Toute apparition du virus dans ce pays, qui, avec le Ghana, représente 60% de l'offre mondiale de cacao, entraînerait à coup sûr une augmentation spectaculaire des prix qui pourrait même doubler au dire des spécialistes. Les tarifs actuels intégrant déjà une prime de risque, il est à souhaiter que soit évitée toute perturbation dans le transport et tout manque de main-d'œuvre dans les 2 plus grands pays producteurs mondiaux de cacao pour garantir une certaine stabilité des prix à la prochaine récolte. Direction le Sénégal qui a commémoré hier dans la sobriété le 12e anniversaire du naufrage du Joola. Survenu plus précisément le 26 septembre 2002, ce naufrage a fait officiellement 1863 morts et 64 rescapés. 12 ans après le drame, les familles des victimes de la catastrophe sont toujours en attente d'un dédommagement. Le 26 septembre 2002, le naufrage du Joola a fait plus de victimes que le Titanic. 1953 morts et seulement 64 rescapés. 12 années après, les familles des victimes sont toujours en attente d'un dédommagement. 10 ans après, parce qu'on est en face du deuxième tour des élections, on se permet de dire qu'on va distribuer 20 000 francs aux orphelins du Joola. C'est une insulte. Qu'on ne peut pas faire le deuil aussi parce qu'il n'y a pas de justice, il n'y a pas de vérité, il n'y a rien. On ne peut pas faire le deuil aussi parce qu'il y a violation des droits de l'homme. On ne peut pas faire le deuil aussi parce qu'on ne nous respecte pas. Donc on se déclare responsable. On déclare devant la face du monde qu'on est
Le premier responsable de cette catastrophe, c'est ce que le président Wade a dit. Mais dans les actes, il n'y a pas ça. J'ai nagé jusqu'à ce qu'il y a même des gens qui ont essayé de tenir, mais malheureusement, ils ne pouvaient pas. Et finalement, ils ont lâché. Donc, il y avait tas de scénarios devant moi qu'il fallait voir, mais qu'il fallait toujours s'accrocher, essayer de, voilà, histoire de dire que puisque je suis sorti du bateau, donc pourquoi décourager présentement? Il faut donner tout l'effort. Les Français qui, eux, ne sont pas des Sénégalais, sont des Français. Et là, ils ont compris qu'il fallait forcément faire lumière sur l'accident, quoi. Et que tous les responsables soient sanctionnés, quoi. Plutôt, c'est vraiment ce que je souhaite, quoi. À l'occasion du 12e anniversaire du naufrage du Joola, les manifestations officielles sont prévues se dérouler dans la sobriété. Réunis en Conseil des ministres à la veille de cette commémoration, le président Macky Sall et son gouvernement ont salué la mémoire des victimes de cette catastrophe et ont demandé d'accentuer les efforts consentis pour la prise en charge effective des orphelins et rescapés du naufrage. Il faut dire que 12 ans après ce naufrage du Joola, les responsabilités ne sont toujours pas situées. Les interrogations demeurent au sujet des circonstances du naufrage de ce navire qui aura fait plus de victimes que le Titanic. Mais que s'est-il réellement passé ce 26 septembre 2002 au large des côtes sénégalaises? Élément de réponse dans ce reportage. Le Joola, qui assurait la liaison maritime entre Dakar et Ziguinchor via l'île de Carabane, était un cordon ombilical entre la région sud de Casamance et le reste du Sénégal. Depuis sa mise en service en décembre 1990, la grande majorité de ses usagers étaient des commerçants qui écoulaient leurs marchandises au marché Elisabeth Diouf du port de la capitale de Dakar et dans tout le Sénégal. Immobilisé le 13 septembre 2001 pour la réparation d'avaries mécaniques, le Joola avait repris la liaison Dakar-Ziguinchor le 10 septembre 2002. Ce jeudi 26 septembre 2002, jour du naufrage, le Joola avait quitté le port de Ziguinchor à 13h30. Après 3 heures de descente du fleuve Casamance, le bateau a fait escale à Carabane. Le bateau s'inclinait fortement à tribord, mais à chaque escale à Carabane, le Joola était bondé de passagers. Alors que le Joola était prévu pour transporter 580 personnes, à 18 heures après l'escale de Carabane, il y avait officiellement, suivant la vente des billets, 1046 personnes à bord. Beaucoup de passagers étaient montés sans billets, de même que de nombreux enfants de moins de 5 ans pour qui aucun titre de transport n'avait été délivré. Un peu avant 23 heures, le Joola naviguait à 40 km des côtes de la Gambie, à environ 170 km au sud de Dakar, dans une mer houleuse avec des coups de vent et sous une forte pluie. Selon les rescapés, tout s'est très vite passé. Pour s'abriter du vent et de la pluie, beaucoup de passagers se sont précipités en masse du côté bâbord, ce qui a brusquement accentué le déséquilibre du navire. Tout le monde a glissé vers le même côté en tombant les uns sur les autres, l'inclinaison du bateau étant trop forte. Le Joola a chaviré brutalement en moins de 5 minutes. Dans l'obscurité, seulement quelques passagers ont pu s'extraire du bateau. Un seul radeau de sauvetage a pu être ouvert, recueillant 25 rescapés. 22 autres passagers ont pu grimper sur la coque du Joola retourné. Ils ont attendu toute la nuit jusqu'à 7 heures du matin avant d'être secourus par des pêcheurs en pirogue. Un peu de sport à présent. Joseph Blatter a confirmé vendredi qu'il serait candidat à un 5e mandat à la présidence de la Fédération internationale de football. La candidature du Suisse n'était plus un secret depuis qu'il l'a annoncé dans un message vidéo diffusé le 8 septembre dernier. Joseph Blatter a donc profité de la réunion du comité exécutif de la FIFA jeudi et vendredi au siège de l'institution à Zurich pour rendre officielle sa candidature pour un 5e mandat à la tête de l'instance suprême du football mondial. L'élection présidentielle à la FIFA se tiendra dans le cadre du congrès électif de Zurich le 29 mai 2015. Blatter n'a pour l'instant aucun adversaire de taille pour contrarier sa réélection au poste qu'il occupe depuis 1998. Le Français Michel Platini, président de l'Union européenne de football UEFA, était le seul en mesure de le menacer dans cette élection. Mais il a annoncé le 28 août dernier qu'il ne briguera pas la présidence de la FIFA, préférant se représenter pour un 3e mandat à la tête de l'UEFA.
Pour l'heure, un seul autre candidat s'est déclaré, le Français Jérôme Champagne, ex-vice-secrétaire général de la FIFA, qui n'a sur le papier aucune chance d'être élu. Cet ancien diplomate avait même confié dès le lancement de sa campagne en janvier 2014 qu'il n'était pas sûr de maintenir sa candidature si Blatter se présentait officiellement. La liste est encore ouverte. Les candidats ont jusqu'au 29 janvier 2015 pour se déclarer. Ainsi se referme cette édition. Merci de nous avoir reçus chez vous. À bientôt sur SICA.